J'en ai la tête qui tourne. Tout a été tellement vite ces 30 dernières années. Le progrès technologique fulgurant, la mondialisation de l'économie ultra rapide, tout a été si vite. Et pourtant, il y a 30 ans, on parlait déjà de chômage, d'énergie chère, de week-ends sans voiture. Ça vous étonne? Automne 1973. Les robinets du pétrole se ferment peu à peu, contre-choc d'une guerre entre Israël et ses voisins arabes. Les gouvernements paniquent. Ce sont les premiers dimanches sans voiture. Les autoroutes sont désertes. Le pétrole, c'est désormais vraiment l'or noir. Le pétrole rare et cher. Pour les gouvernements, il faut frapper les imaginations par un symbole. Interdire les voitures le dimanche, même si l'économie de carburant est dérisoire. Pour les Belges, c'est un signe. Signe que la crise économique vient de commencer. Vous ne pouvez plus rouler avec la voiture. Elle doit rester ici jusqu'à 3 heures demain matin. Comment est-ce qu'on va faire pour retourner nous autres? Pour retourner. Ça. Vous pouvez toujours prendre un taxi. Hein. Il faut quitter l'autoroute. Baron, baron. À chaque extrémité, un écueil. À bâbord, oui, c'est bâbord pour nous, nous avançons vers vous. À bâbord, l'inflation, la hausse des prix. Et à l'autre extrémité, à tribord, le chômage. Il s'agit de nous maintenir strictement entre les deux. Le chômage explose. En 1974, 100 000 chômeurs. 5 ans plus tard, la barre des 300 000 chômeurs est franchie. L'État est étranglé. Le chômage lui coûte cher. Il doit emprunter de plus en plus. C'est le début du surendettement des finances publiques. Un boulet que nous traînons encore aujourd'hui. Baron tribord pour faire baisser l'inflation. Chômage augmente et inflation ne diminue pas. Bâbord. Inflation augmente et chômage ne diminue pas. Zut alors, c'est fichu. Entre patrons et syndicats, les relations sont tendues. Les syndicats exigent la réduction du temps de travail avec embauche compensatoire. Les patrons, eux, demandent une diminution du coût du travail. Pris entre deux feux, les gouvernements sont de plus en plus fragiles. Leur durée de vie moyenne ne dépasse pas les 6 mois. Sois belle et tais-toi. Oh, les femmes connaissent. Trop, beaucoup trop. Jusqu'au moment où, ras-le-bol, les femmes prennent la parole pour revendiquer le droit à la contraception, le droit à l'avortement et un traitement égal à celui des hommes. Je voudrais demander pardon à toutes les femmes pour les siècles de domination et d'exploitation sexuelle que nous, les hommes, nous leur avons fait subir. Ne demandons pas d'avoir devant nous des hommes culpabilisés. Et pourquoi? On sait très bien que nous avons été pendant des siècles dominés. Ça continue. Ce qu'on veut, c'est que ça ne continue pas. Nous sommes venus dire, eh bien, si vous avez nous sommes venus dire que nous voulons du travail et que nous en avons marre d'être considérés par la presse et par les bourgeois qui sont au gouvernement comme des rien du tout. On est venu dire qu'on veut du travail. Ce sont toujours les femmes, les femmes, les femmes. Ce sont toujours les femmes qui sont sacrifiées dans cette société. Il y en a marre. Sur le marché du travail, hommes et femmes ne sont pas égaux. Les employeurs sont trop souvent satisfaits de cette situation qui leur procure une main-d'œuvre abondante et bon marché. Les employeurs ne sont pas les seuls à profiter de l'infériorité des femmes. Tous les hommes le font, ou presque, qui laissent aux femmes la charge entière du ménage et des enfants. Les femmes qui travaillent accomplissent régulièrement une double journée de travail, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Dans un monde où tout change, rien ou pas grand-chose ne change dans la condition féminine. 1973. La bataille en faveur de l'avortement donne des ailes au mouvement féministe. Willie Pierce, médecin réputé, a choisi la cause des femmes. Il a pratiqué plus de 200 avortements. Arrêté, il revendique son choix et ses actes.
Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Le docteur Pierce est jeté en prison. C'est la stupeur, l'émotion, le débat. Les manifestations se succèdent. Les politiques s'emparent de la question. Je peux aujourd'hui vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que je ne pouvais le penser il y a 2 mois. Mauvais pronostic. C'est compter sans la résistance acharnée de l'Église. Si demain on se trouve dans une civilisation où le droit de vie et de mort sur l'enfant à naître est donné à la mère, nous nous trouvons dans un autre monde. Il s'agit de notre civilisation. Fin du vote. Au Parlement, le débat dure 17 ans. La loi qui dépénalise l'avortement est votée en 1990. En conséquence, la Chambre adopte... Le vote de la loi provoque une crise sans précédent. Le roi Baudouin refuse de contresigner la nouvelle loi. Sa conscience le lui interdit. Mais la Constitution l'y oblige. Problème, la solution est très belge. Le roi est tout simplement mis en congé pour 48 heures. Kingston, Kingston. Kingston, Kingston. Durant l'interminable débat sur l'avortement, des citadelles masculines tombent. Les femmes enfilent l'uniforme. L'uniforme de l'armée dès 1975, peu après celui de la police, et celui des chemins de fer en 1979. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers petits amis, bonjour. Eh bien, c'est avec vous que nous allons inaugurer ce qui est pour nous, les speakerines, une grande première. En effet, au moment même où je vous parle, c'est la toute première fois qu'entre en fonction notre nouveau studio couleur. Une mesure mal accueillie, mais terriblement efficace. Et oui, il a fallu les boucler à partir du 1er juin, ces maudites ceintures que certains au début avaient bien du mal à supporter. La ceinture de sécurité, ne m'en parlez pas, moi je n'en veux pas. Depuis les premières observations météorologiques régulières en Belgique, depuis 1833, on n'avait jamais vu ça. Autant de soleil et si peu de pluie. Mais cette vague de chaleur qui a ravi les vacanciers a failli tourner au désastre économique pour les agriculteurs. En outre, souvent, le personnel de la protection civile était mobilisé pour le ravitaillement de la population en eau potable. Des mesures de restriction dû être prises pour économiser cet or transparent qui était devenu l'eau. Nous avons frôlé cette année la catastrophe gastronomique nationale. Nous, les Belges, nous, les mangeurs de frites, comme nous appellent si gentiment nos amis français, nous n'avions plus de pommes de terre. Alors, il a fallu faire appel aux Américaines. Le ministre des Affaires économiques a donné l'exemple en mangeant des frites d'outre-Atlantique. Les gastronomes, eux, ont eu des avis de Normands. L'américaine est très fine. La belge a peut-être un peu plus de corps. Ah, l'économie belge n'a plus la frite. Au début des années 80, les caisses de l'État sont vides. La lutte contre le chômage, la maîtrise de la dette. Les vieilles recettes ne marchent plus. Il faut trouver d'autres solutions. Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne proposent un remède de cheval. Priorité aux entreprises et cure d'amaigrissement pour l'État. Wilfrid Martens et Jean Gaulle adaptent librement la formule à notre plat pays. Ils resteront 6 ans au pouvoir. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. La crise économique est de plus en plus profonde. Le cap des 500 000 chômeurs est dépassé.
Les Belges sont désenchantés. C'est comme si le futur n'avait plus d'avenir. C'est la conviction d'une partie de la jeunesse. On est violent parce que la société est violente, c'est tout. Et on rejette la société parce qu'on a compris qu'il n'y avait plus moyen de changer la société. Nous voulons que le prochain gouvernement, pour mener une politique cohérente, claire, dynamique, en matière économique et financière, soit doté de pouvoirs spéciaux. Nous sommes en décembre 1981. Wilfried Martens et Jean Gaulle sont aux commandes. Et avec eux, c'est à la guerre comme à la guerre. La crise justifie les moyens. Le gouvernement s'octroie les pouvoirs spéciaux. L'avis du Parlement n'est plus indispensable pour prendre des mesures. Le gouvernement va limiter les dépenses publiques, rétablir l'équilibre de la sécurité sociale et réduire les salaires. Selon le journal Le Soir, nous avons en moyenne perdu 1 mois de salaire cette année. On comprend alors que, selon un sondage réalisé par l'Institut Gallup dans 31 pays, ce sont les Belges qui sont, avec les Péruviens, les plus pessimistes quant à l'avenir. 55% de nos compatriotes voient l'avenir en noir. Cette austérité fait des victimes. Les usines ferment les unes après les autres. Des régions se transforment en désert économique. La pauvreté réapparaît. L'assistance publique ne chôme pas. C'est hélas bien la seule, écrira-t-on dans les journaux. Dans nos pays développés et surtout dans nos grandes villes, le nombre des très pauvres augmente rapidement. Et le contraste de leur situation avec celle de leur environnement est de plus en plus marqué. Les efforts déjà conçus ont été considérables. Ils ont produit des résultats. Le nouvel effort demandé à tous sera dur et il sera long. Seul, il peut garantir notre avenir. La Wallonie est la grande victime de la crise. La Wallonie a mal à sa métallurgie, son industrie phare. On restructure partout et les emplois passent à la trappe. C'est toujours les petits qui trinquent. C'est toujours l'ouvrier qu'on écrase, hurlent les sidérurgistes wallons qui ont la rage au cœur. Pour régler les dossiers chauds, le gouvernement fait appel à un professionnel de haut vol. Le Français, Jean Gandois, est chargé de remettre la sidérurgie wallonne sur des rails. Ah, mission délicate. Il faut marcher sur des œufs, sans piétiner les sensibilités communautaires. Alors qu'est-ce que vous en pensez du plan Gandois? Zéro. C'est un plan qui est le plan du gouvernement, tout simplement, de la communauté européenne, c'est tout. Et si on vous dit qu'on produit trop d'acier, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas normal, qu'on en réduise un petit peu chez nos copains les Flamands, c'est tout. Dans 4-5 ans, si on continue ainsi, il n'y aura plus aucune acierie, rien du tout dans la Wallonie. Toute la sidérurgie sera fermée avec le plan Gandois. À l'époque, vue de l'étranger, la Belgique passe pour un îlot de tranquillité. L'ultraviolence, le terrorisme, nos voisins connaissent. Pas nous. Mais le réveil sera brutal, terrible, atroce. À 11h19, une bombe déposée dans la salle des pas perdus explosait, provoquant des dégâts considérables. Les auteurs se sont introduits dans la banque. 1985, la Belgique est secouée par des attentats à répétition. Les CCC, les cellules communistes combattantes, font exploser leurs bombes et leur haine du pouvoir. 28 attentats. Leur cible, des multinationales, des banques, les intérêts américains. Le mécontentement social est évident à l'époque. Et les CCC rêvent de provoquer une révolution, un soulèvement populaire. Échec total. Le 1er mai 1985, 2 pompiers sont tués.
lors d'un attentat à la voiture piégée à Bruxelles. Les CCC provoquent dégoût, répulsion et colère. Ils seront bientôt arrêtés. Les tueurs attaquent le Deleuze d'Overheis. Dès leur arrivée sur le parking, ils tuent un homme et un enfant. 4 hommes, semble-t-il, masqués, des masques de carnaval, sont arrivés dans le Deleuze d'Overheis. Immédiatement, ils ont tiré, ont abattu 2 clients. Puis ils s'emparent d'un coffre avec la recette. Ce sera leur plus gros butin. Les tueurs, toujours masqués, achèvent leur carnage sur le parking. Ils sont rentrés à 4 par l'entrée là-bas. En prenant un gamin de 13 ans en otage, il semble qu'ils se sont séparés en 2 groupes. Deux de ces voyous, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme, se sont présentés à la salle des coffres, ont pris une partie de l'argent et 2 autres sont arrivés ici, ont exigé d'une caissière de faire le tour avec eux et de prendre l'argent de toutes les caisses. Ils ont fait coucher tout le monde par terre. Comme ce malheureux monsieur ne se couchait pas assez vite, ils l'ont froidement tué. Là, je peux vous dire actuellement que nous sommes à 3 morts. Voilà. Les tueurs du Brabant ont déjà 12 morts sur la conscience quand ils se déchaînent durant l'automne 1985. Braine-l'Alleud, Overheis, Alost, 3 massacres, 16 morts, 16 tués de sang-froid pour quelques centaines de milliers de francs et quelques kilos de café. Absurde, terrifiant. La population est en état de choc. La Belgique est pratiquement en état de siège. Le désarroi est total. La police est partout. Sa présence rassure et inquiète à la fois. Les paracommandos sont appelés en renfort. 20 ans après, le mystère des tueurs reste entier. Il court toujours, et 28 morts réclament toujours justice. Ce qui se passe ici est absolument scandaleux et je vous dirai tout de suite que si ça continue comme ça, eh bien, il n'y aura pas de match de football ce soir. Il y a des bagarres depuis, disons, maintenant 25 minutes environ et il doit y avoir quand même pas mal de gars qui ont été pris dans l'aventure là-bas et qui se trouvent dans un état assez sérieux. Je vous assure que ce qui se passe ici est absolument lamentable. 29 mai 1985, stade du Heysel, Juventus de Turin, Liverpool. Finale de la Coupe d'Europe. La fête du foot tourne au drame. Les supporters des 2 clubs sont mélangés dans les tribunes et s'affrontent. Des centaines de personnes sont écrasées. La police et les services de secours sont débordés. A dit qu'il y avait des morts. Quant à dire combien et si c'est exact, ça je ne puis absolument pas vous le certifier étant donné que je suis à ma position de commentateur dans la tribune et j'assiste à tout ce qui se passe. Le bilan est effrayant. 39 morts, 500 blessés. Pour éviter une émeute, une catastrophe plus grande encore, le match aura lieu. Le drame du Heysel, on ne l'oubliera jamais. Il y aura toujours un avant et un après à Heysel. Le foot, passion collective, c'est un miroir. Ce miroir reflète parfois le pire, parfois aussi le meilleur. Bien joué, Clijsters, l'homme frais. Clijsters, il a essayé l'une de Klaassen, il remet de la tête dans le paquet. Une reprise, goal! Goal pour la Belgique! Revient! On est qualifié! Terminé! Le S n'est pas au bon endroit, mais c'est rien du moment qu'il marque. Il s'avance! Et nous sommes en demi-finale! Extraordinaire! Goal! Extraordinaire! Nous
demi-finale. C'est fabuleux, extraordinaire, la Belgique en demi-finale. Bravo les Diables Rouges, bravo les Diables Rouges, nous le méritons. Que c'est bon, qu'ils sont grands, c'est merveilleux. Allez, allez, allez les Diables Rouges, allez les Belges. Oui, alors Jean-Pierre, Michel, je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas, moi je ne vous entends pas ici sur le balcon d'Hôtel de Ville. J'hésite même à m'approcher de ce balcon. Dès que j'arrive, les gens se mettent à hurler comme si j'avais marqué un but, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a déjà des milliers de gens qui attendent les Diables Rouges, vous les voyez maintenant. Ils scandent les noms de tous les joueurs. On a sorti des drapeaux tricolores de partout et la foule arrive par toutes les rues adjacentes ici, de la Grand Place. On se croirait dans un stade de football, c'est en quelque sorte la rencontre des Diables Rouges et de leur 12e homme, de leur public qui est venu aujourd'hui les saluer sur cette Grand Place. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de cet accueil? Oh, ça c'est fantastique, hein, c'est beautiful. C'est bon, hein, incroyable. Hein. Alors levez les bras quand même, Jean-Marie. Voilà, regardez. Et c'est lui qui embrasse ses partisans, les poings dressés, le numéro 1. C'est lui, le numéro 1, évidemment. Number 1. La Belgique est un pays compliqué, on le sait. La crise n'arrange évidemment rien. Pour des raisons différentes, chaque région veut plus d'autonomie. Accorder les violons du Nord et du Sud pour jouer la même partition, ça va prendre du temps et beaucoup d'énergie. Trop, diront parfois les Belges, les yeux rivés sur les fourrons. Vous êtes qui, monsieur? José Appart. Éventuellement, vous ne serez plus Premier ministre, mais M. Appart sera bourgmestre. Oui, oui. Fouron, petite commune à majorité francophone rattachée à la Flandre, incarne la controverse communautaire. José Appart, partisan du retour à la Wallonie, apparaît côté francophone comme le défenseur intransigeant des droits démocratiques face aux extrémistes flamingants. Fouron, c'est une menace constante pour la survie des gouvernements. Début du vote. Begin van de stemming. En Belgique, la réforme de la Constitution est en permanence à l'ordre du jour. Fin du vote. Les négociations sont interminables. On réforme petit pas par petit pas. Il faut attendre 1993 pour que la Belgique devienne officiellement un État fédéral. Le dernier discours du roi Baudouin, 10 jours avant sa mort, résonne comme un souhait, une mise en garde. Ce qui importe maintenant, c'est de faire fonctionner au mieux les nouvelles institutions. Cela nécessitera de la part de tous les responsables un esprit de conciliation, de bonne volonté, de tolérance et de civisme fédéral. C'est ce que souhaite la très grande majorité de nos concitoyens qui est opposée à toute forme de séparatisme. Bonsoir à tous. Eh bien oui, la dernière cage remonte demain matin. Le siège Sainte-Catherine de Farciennes, autrement dit le Roton, ferme. Il n'y a plus de mine wallonne. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous pouvez pensionner maintenant? Bien. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chômage. Quel est votre sentiment là maintenant, la dernière remontée? C'est comme tout le monde. On a le cœur gros. Le cœur gros, c'est tout. Voyage attendu, parfois redouté, Jean-Paul II aborde le sol de la Belgique. D'emblée le roi, que passionnent les rencontres exceptionnelles, met une manière très personnelle à recevoir en lui le chef spirituel. Que flottent donc les couleurs de l'Europe?
de notre communauté et que ce drapeau bleu et or soit pour tous ces citoyens le symbole de l'espoir sans cesse nourri par notre idéal et par notre combat. So many people, and there's people just very close to me, you know, just went under. There's so many bodies in there. It was just terrible. It's a nightmare. Yeah, my brother and sister are on board as well. I don't even know whether they're alive or not. It's just terrible. Mais on sortira sans doute plus que des cadavres. Good news. I've just heard that she's alive. She's Mike, she's alive. She's alive. Teresa is. Teresa. My God. À l'Est, le communisme s'effondre. L'Allemagne réunifiée fait peur. Pour arrimer l'Allemagne à l'Europe, la France propose la monnaie unique. C'est le fameux traité de Maastricht. Pour Jean-Luc Dehaene, cela veut dire un nouveau tour de vis, une nouvelle cure d'austérité. « 1992, Jean-Luc Dehaene est Premier ministre. C'est l'incontournable. On le surnomme le démineur, le taureau, le fonceur, le bûcheron. On m'attend depuis une demi-heure. Son absence de style en est un. Elle lui permet de faire passer plus facilement la cure d'austérité indispensable pour rejoindre le club de l'euro. L'homme manipule aussi bien la langue de bois que le parler vrai. Vous demandez aux chômeurs d'être patients? Je dis aux chômeurs que je n'ai pas de remède miracle et que celui qui en a se lève. Bonjour, les Belges ont voté et créé la surprise. Rien de ce que laissaient prévoir les sondages ne s'est produit. Tous les partis politiques traditionnels de la majorité gouvernementale comme de l'opposition reculent et les grands vainqueurs de ces élections sont, côté francophone, les écolos, côté flamand, le Vlaams-Blok, parti ultranationaliste, parti d'extrême droite. Un avertissement pour la classe politique et la certitude qu'il ne sera pas facile de former le prochain gouvernement. Il y a un mouvement très profond, un mouvement d'agressivité, un mouvement aussi de ras-le-bol vis-à-vis du monde politique. Si la marche actuelle panique devant le Vlaams-Blok, moi je ne panique pas. À mon avis, c'est un phénomène important, mais temporaire. Les démagogues d'extrême droite ressurgissent. Ils surfent sur le mécontentement provoqué par l'austérité. Le Vlaams-Blok franchit pour la première fois la barre des 10% lors des élections qui ont porté Jean-Luc Dehaene au pouvoir. Les réactions des antifascistes n'y changeront rien. L'extrême droite s'installe dans le paysage politique, durablement. Tout change, et de plus en plus vite. Baudouin, lui, c'est du solide, une force tranquille en quelque sorte. Parfois critiquée, mais toujours respectée. Sa disparition est soudaine, inattendue. Elle consterne tout le pays. Les adieux des Belges sont déchirants. Beaucoup se sentent orphelins, comme moi. Aujourd'hui, le pays est orphelin de son souverain. Le roi n'est plus, mais il nous laisse un souvenir vivace des hautes valeurs qu'il incarnait. À la profonde tristesse de chaque citoyen se mêle un sentiment d'infime gratitude pour la manière dont notre souverain, trop tôt disparu, a rempli son rôle de roi.
je suis triste. Voilà. Vous êtes très jeune, vous l'avez peu connu finalement. Ben, il était dans toutes les écoles, devant le tableau. On estime que plus d'1 million de Belges ont rendu un dernier hommage au roi défunt. Le recueillement de la foule devant les grilles du Palais Royal impressionne. Le deuil ravive les couleurs nationales. Il était un homme de devoir, avec une intelligence vive des choses de l'État. Il n'a cessé d'œuvrer pour la cohésion et l'unité du pays, dont il est si bien devenu le symbole. Mais il avait aussi cette intelligence du cœur. C'était un homme profondément bon, soucieux de tous ses concitoyens, et en particulier des plus faibles et des plus démunis de son peuple. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. La monarchie, c'est le changement dans la continuité. Le changement, c'est l'arrivée de la princesse Mathilde. Avec la princesse, c'est toute la famille royale qui prend un éclat nouveau. Elle devient glamour. Le roi Albert II a relevé avec brio un challenge difficile. Il a réussi à succéder à son frère dans le cœur des Belges. Albert II, c'est l'alliage subtil de la dignité royale et de la joie de vivre. Was dat Belgisch? C'est du Belge. Le blanc, c'est la couleur de l'innocence. La couleur de la marée qui submerge Bruxelles, un dimanche d'octobre 1996, pour rendre hommage aux enfants disparus, aux enfants martyrs, aux enfants assassinés. Une marche pour demander aux autorités de marier le cœur à la raison. La marche blanche, la marche silencieuse, la marche des fleurs, la marche de la résistance, la marche des enfants, la marche des papas et des mamans va bientôt commencer comme une force tranquille. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de nos deux petites filles, Julie et Mélissa. Depuis bientôt 2 semaines, nous vivons dans l'attente et dans l'angoisse. Nous ne pouvons plus supporter cette attente. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous supplions de nous rendre nos enfants. Apportez-nous, je vous en prie, la preuve qu'elles sont en vie et qu'elles vont bien. Jean-Denis le Jeune et Gino Russo ont bousculé ciel et terre. Ils dénoncent l'inertie de la justice et de la police. En vain, ils ne reverront jamais leur fillette victime de Marc Dutroux. Le 15 août 1996, Sabine Dardenne et Laetitia Delay sont retrouvées, vivantes. Philippe Alcoviac, bonjour. La Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Connerotte. Pour beaucoup de Belges, Jean-Marc Connerotte, c'est le justicier, le chevalier blanc.
Il est dessaisi du dossier pour être apparu dans une soirée spaghetti organisée en faveur des victimes de Marc Dutroux. Après toutes les révélations sur les manquements de l'enquête, c'est la stupeur, la consternation et l'explosion. Toute la Belgique est avec vous. Toute la Belgique, monsieur le jeune. Bonjour, si vous voulez parler avec Serge. On fait terriblement, je sais bien faire. Bon courage. Merci, madame. Aujourd'hui, les pères de famille qui sont ici marquent leur désaccord avec la sentence qui a été établie hier pour le juge Conrad. Je vous demande donc maintenant d'observer avec nous autres, tous ensemble, en mémoire des filles qui sont décédées, 1 minute de silence. Des palais de justice décidément dans la ligne de mire aujourd'hui. À Charleroi ce matin, les pompiers ont fait fonctionner leurs sirènes pendant une dizaine de minutes pour manifester leur soutien au juge Conrad. Même scénario mais plus spectaculaire et plus impressionnant à Genk où tout le personnel des usines Ford est sorti en rang serré pour exprimer un appel entendu puisque vers 9h, 700 travailleurs de l'usine Volkswagen de Forêt en grève depuis hier après-midi arrivent à la place Poulard pour manifester leur soutien au juge Conrad et aux parents des victimes. Une délégation de travailleurs de Volkswagen est même autorisée. On a vu le procureur de loi et c'était encore la seule personne où on avait encore confiance. Parce que maintenant la confiance est complètement partie chez les ouvriers et on lui a dit aussi que c'est qu'un début. C'est la plus importante manifestation de l'après-guerre qui s'est déroulée cet après-midi. On avait parlé d'abord de 100 000 participants, puis de 150 000. C'était l'estimation de la gendarmerie vers 15h30. Mais les forces de l'ordre n'auraient pas compté les enfants. Les organisateurs de leur côté annonçaient vers 17h par haut-parleur qu'il y avait 325 000 personnes sur les boulevards du centre de Bruxelles. Une véritable marée blanche. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand j'étais petite, on me répétait toujours la même phrase. On me disait, la foi, ça soulève des montagnes. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je le comprends. Merci. Génial. C'est important pour nous. On avait besoin de force, je crois qu'ils vont nous donner de la force. Ces gens-là vont vous aider? Oui, on en a besoin parce que tout seul on n'est rien. Donc, Madame, monsieur, bonjour. Nous vous l'annoncions hier. Mieux vaut éviter de manger du poulet et des œufs. Une nouvelle crise, la crise de la dioxine. Les viandes et les aliments contaminés vont précipiter la chute de Jean-Luc Dehaene. Directement par des aliments contenant de la dioxine. La voie est ouverte pour l'arc-en-ciel, une coalition inédite. Socialistes, libéraux, écologistes. Je jure fidélité au roi, obéissance. Pour la première fois depuis 50 ans, les partis chrétiens ne sont plus au pouvoir. Je vous dis en toute sérénité que j'assume la pleine responsabilité de cette défaite et qu'au parti j'ai dit que je l'assumerai seul. Je le fais dans la conviction que je n'ai rien à me reprocher. Je suis au contraire persuadé que j'ai fait mon devoir et qu'avec d'autres, et plus particulièrement avec les ministres et dans la coalition, nous avons pu réaliser beaucoup de choses au cours de ces dernières années et que nous avons engagé des résultats dont nous pouvons être fiers. Je suis dès lors persuadé qu'avec le recul, tout le monde le reconnaîtra un jour. Ce corps étendu que l'on devine près d'une voiture est celui d'André Coles. L'ancien dirigeant du Parti socialiste a été abattu ce matin par 2 balles dans la gorge. Quant au meurtrier présumé, il s'agirait, selon les autorités judiciaires, d'un homme de 45 ans environ, en jeans et chaussé de bottes. Il aurait fait feu à 4 reprises. Les enquêteurs ont retrouvé des douilles de calibre 7,65.
Vers 9h50, le corps d'André Coles a été emporté par un véhicule de la ville. Quant au mobile du crime, il est toujours inconnu. Mais si l'on sait qu'André Coles était fidèle en amitié, il ne comptait pas que des amis. Bonsoir, Guy Côme, Guy Spitals et Guy Matteau ont démissionné. Le gouvernement fédéral n'a plus de vice-premier ministre. Le gouvernement wallon n'a plus de président et a perdu un ministre. On ne mesure pas encore toutes les conséquences de ces démissions. J'ai décidé, en homme libre, de renoncer à mes fonctions ministérielles. Je ne ferai aucune déclaration. Monsieur Spitals, vous partez contre votre gré? Comment? Vous partez contre votre gré? Je ne ferai pas de commande. Je suis venu vous voir parce que vous êtes dans le froid et je ne veux pas vous obliger à rester ici. Mais tenez-vous-en, donc communiquez, je n'ajouterai pas un mot. Démissionner implique à ce qu'il y ait quelques culpabilités. Je me sens innocent tout à fait. Pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, la Cour de cassation devra traiter une affaire impliquant plusieurs anciens ministres. Inculpé, le secrétaire général de l'OTAN quitte donc son poste, non sans avoir pourfendu devant la presse du monde entier la justice et l'État belge. Ik ben nu 57 jaar. Ik val eigenlijk nu in een groot zwart gat. Ik zal daar weken moeten over doen of dat iets van die wonden genezen. À partir du 1er janvier, la téléphonie sans fil change de visage en Belgique. Belgacom met la toute dernière main au réseau GSM qui devrait progressivement remplacer le mobilophone actuel avec une qualité d'écoute nettement améliorée. C'est que tout dans le réseau GSM, rebaptisé Proximus, est numérique. Dernière précision, les postes GSM coûtent entre 30 000 et 60 000 francs, la carte à puce 4 000 francs, la redevance mensuelle dépasse les 2 000 francs et la communication 18 francs la minute. Ce n'est pas tout à fait bon marché, mais pour ce prix-là, vous pourrez appeler et être appelé de n'importe quel coin d'Europe, ou presque. Pour Bill Gates, l'avenir de la planète se résume en un mot, Internet. Toute l'activité de sa société a été recentrée sur le réseau des réseaux, et ce message-là commence à passer. Et en fait d'action, le patron de Microsoft va être servi. Une fois, deux fois, trois fois, un quadruple entartage revendiqué par leur auteur habituel, Noël Godin, alias Georges Le Bloupied. Vu les dispositions de la loi du 8 août 97 sur les faillites et de la loi du 15 juin 35 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, met fin au sursis provisoire accordé par décision du tribunal de Séan du 5 octobre 2001 et prononce la faillite de la société anonyme Sabena, ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert, 2 avenue Émile Mounier. Écoutez, vous voyez l'équipage, finalement l'équipage a tout donné. La Sabena, tous les Sabéniens ont tout donné à leur compagnie pour avoir encore une unité dans ce pays. Vous voyez bien que tout le monde pleure. On a des petits hommes. On a un petit pays et des petits hommes, c'est tout ce que je peux dire. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Les contes de fées. Vous n'y croyez pas? Vous avez tort. La preuve, le cinéma belge. Mais parfois, avec des bouts de ficelle, nos cinéastes ont réalisé des chefs-d'œuvre. Et nos acteurs ont conquis le monde en restant eux-mêmes. Harry, pas gentil. Ouais, c'est ça, oui. Con! Qu'est-ce que tu dis là? Con!
Pédé, encule, tapette, pute. Mongol. Ah non, 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 le mongol, c'est toi. Mongol. Mongol. Moi, mongol. Oh, mon copain arrive. Pascal. Oui. Au début des années 90, le cinéma belge devient label de qualité. Jaco van Doormal, Gérard Corbiot, Alain Berliner, Jean-Pierre et Luc Dardenne affirment une vision personnelle et originale du monde. C'est le succès auprès du grand public. Marie Gillin, Benoît Poulvorde, Cécile de France, Olivier Gourmet entrent dans le cercle des acteurs les plus recherchés. Emily Dequesne, Don Rosetta. Revenez dans mon bureau. Revenez dans mon bureau, je vous dis. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard? Non. Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas? Je vais signaler tes 2 retards, j'ai dit que c'était à cause du bus, je Ça n'a aucune importance, Madame Brigade, laissez, vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit? Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été remercié. Je fais bien mon travail ou pas? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte? Je vous l'ai dit, vous avez été remercié parce que vous avez terminé votre période d'essai. Pourquoi pas alors que je fais bien mon travail? Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non. C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Là, déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement me voir à la télévision. Et puis, ben, je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance. Parce que ils sont géniaux. Je voudrais remercier l'équipe aussi. Remporter 2 palmes d'or à Cannes. Faut le faire, non? Luc et Jean-Pierre Dardenne l'ont fait. Exceptionnel et sans aucune concession. Rosetta en 1999, L'Enfant en 2005, le triomphe de la sincérité. Moi, Belgique s'achève. C'est la fin de notre voyage en cette étape. Une véritable chasse au trésor, une plongée dans le passé, un album de famille dont certaines pages brillent dans nos mémoires et éclairent le présent. La Belgique, un pays sans histoire. Non mais vous voulez rire? C'est le contraire. La Belgique, c'est une aventure passionnante, poignante. Une histoire pas terminée, moi je vous le dis. Les prochaines pages, bah, c'est nous tous qui allons les écrire. Moi, j'essaierai d'apporter un peu de joie, de bonne humeur, tout simplement. Ça, c'est promis. Allez, à bientôt.